Bienvenue dans le podcast de Bbons, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbons. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Donc, bonjour et bienvenue dans le podcast de Bbons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Godefroy, fondateur de Oplo, pour parler de son projet Technolac. Avec une formation en architecture paysagère et urbanisme, Didier a commencé sa carrière en Belgique avant de rejoindre la France en 1993 ou 1993 pour les Français qui peuvent nous écouter. Didier y a occupé des postes clés en urbanisme et développement économique, notamment à Metz. En 2013, fort de son expérience, il fonde Oplo, une société de promotion immobilière indépendante. Depuis, il développe des projets dans le Grand Est de la France, avec une attention particulière portée à la qualité, au confort et à l'esthétique. Didier, bienvenue dans le podcast de Bbons. Merci, bonjour. On est ravis de vous avoir. Aujourd'hui, on vous interviewe dans le cadre du lancement de la campagne Technolac. Pouvez-vous nous expliquer la vision globale de ce projet ? En fait, Technolac est un projet qui a été lancé avant le Covid, donc dans la fin des années 2000, un peu avant 2020, même 3 ans avant. C'est une recherche foncière sur un secteur clé de Metz, qui est le Technopôle. Alors, c'est une zone mixte qui comprend de l'activité économique. Il y a également un peu de logement et beaucoup d'étudiants, des chercheurs également, puisqu'il y a des pôles de recherche dans ce secteur. J'ai fait toute une démarche avec la collectivité. Donc, on travaille avec la mairie de Metz pour développer un programme mixte. Et c'est ça la force de ce projet, c'est qu'on va retrouver autant du bureau que de la résidence à destination des jeunes, principalement des étudiants, mais également des chercheurs et des professeurs ou des jeunes actifs qui viendraient sur le Technopôle. Voilà. Ce projet, maintenant pour revenir sur la partie architecturale, donc on a travaillé en lien avec la collectivité. Nous avons été chercher un architecte parisien qui est Reichen et Robert, Carta Reichen et Robert, pour être très précis, qui est un cabinet d'une centaine de personnes avec lequel j'avais eu l'occasion de faire plusieurs projets dans ma carrière antérieure. Et nous avons développé donc ce programme sur la base de 2 bâtiments. Notre objectif, c'était de réaliser un programme Signal. C'était une volonté avec la collectivité de faire un double bâtiment on se situe sur un axe important. On va dire que si on compare à Bruxelles, on peut se situer sur la chaussée de la Hulpe dans les parties bureaux. Donc, on avait besoin de réaliser un bâtiment en hauteur, mais également architecturalement avec une force importante. Donc, on a développé ces 2 bâtiments. Le premier est un bâtiment de bureau de 2800 mètres carrés et le second est un bâtiment à destination de logement qui, lui, est un bâtiment de 3500 mètres carrés. Au niveau architectural, dans les grandes lignes, le premier bâtiment est plutôt un bâtiment qui sera de connotation métallique avec du bardage en façade, isolation par l'extérieur, mais je viendrai dans le détail après, et qui sera de couleur grise. Et le bâtiment logement est plutôt en béton avec une isolation par l'intérieur et tout ça intégré dans un parc paysager. On le voit bien sur les visuels qui sont partagés avec les investisseurs. Donc, on est sur quelque chose à la fois vert et avec quand même une recherche architecturale quand on voit le projet. Tout à fait. On a, comme je vous l'ai dit, il y a cet espace Signal. On est également dans un secteur important de la ville, qu'il ne faut pas se tromper architecturalement, puisqu'on est au carrefour des axes qui vont vers Luxembourg, mais également vers l'autoroute qui fait Strasbourg-Paris. Ça nous permet d'avoir une bonne connexion. On est également très bien connecté à la partie transport en commun, mais également au vélo, puisqu'on est sur l'axe qui nous mène en 10 minutes à peu près à la gare TGV. Très bien. Alors, ce que je vous propose, nous sommes ici dans le cadre d'une opération en France sur une plateforme de crowdlending belge. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un projet en France ou à l'étranger. On a eu sur la plateforme donc, des projets au Luxembourg, en Espagne et en France notamment. Mais donc, je voudrais prendre quelques moments pour présenter aux investisseurs qui connaissent moins bien votre région. Donc, d'abord, pourriez-vous leur présenter le marché immobilier de Metz en général,
on a compris que votre projet est bien implanté en concertation au niveau urbanisme et collectivité, mais quelles sont les tendances du marché et en quoi ce que vous proposez, donc à la fois d'une fois bureau d'un côté, co-living, répond à une demande que vous avez pu constater sur ce marché de Metz? Alors, comme je vous le disais, la connexion est importante. On est proche du Luxembourg. Il faut savoir qu'à Metz, le domaine de la recherche, mais également de l'enseignement supérieur, draine jusqu'aux entreprises luxembourgeoises, puisqu'il y a à peu près 10 000 personnes qui travaillent tous les jours au Luxembourg et qui viennent de Metz. Alors, je vous parlais de cet axe structurant donc, qui est important. Ensuite, l'agglomération de Metz, c'est 250 000 habitants sur le technopôle et la première zone économique, mais c'est une zone économique mixte. Vous allez y retrouver tout un pôle commercial avec les grandes enseignes commerciales qu'on trouve un peu partout. À côté de cela, on a un pôle très dynamique au niveau de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous avons l'université, et à côté de l'université, il y a 5 grandes écoles qui sont au technopôle, plus le lycée de la communication. Alors, dans ces grandes écoles, on retrouve une université américaine qui est l'antenne européenne d'Atlanta, donc de Georgia Tech Atlanta, qui est la 4e école d'ingénieurs aux États-Unis. Et ensuite, on a un pôle important de Centrale Supélec qui est à Paris et qui a une entité à Metz. Tout ça fait qu'on est dans un domaine de pointe avec un pôle matériaux qui est très développé. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 6 000 personnes qui travaillent dans ce secteur, en plus des étudiants, en plus de toute la dynamique. Donc ma conclusion, au vu de cette étude, puisque j'ai été également directeur général adjoint de l'agglomération pendant 6 ans, je m'occupe également de l'enseignement supérieur, donc j'ai une très bonne connaissance en fait de ce milieu. On s'aperçoit qu'on a 2 points. On a un premier point qui concerne l'entreprise et les bureaux. Sur Metz, il y a beaucoup d'opérateurs qui viennent, qui créent des immeubles de bureaux qui sont pris par investisseurs, mais on n'offre pas aux jeunes entreprises et aux petites entreprises la possibilité d'acquérir leurs propres locaux. C'est ce qu'on fait avec notre programme. Nous permettons à des entreprises à partir de 150 mètres carrés jusqu'à un plateau qui fera 750 mètres carrés d'acquérir en compte propre et en copropriété. Donc ça, c'est la première force du projet dans ce secteur. Ensuite, pour la partie résidentielle, donc on parle de co-living, on est en logement. Là, on s'est aperçu qu'il y avait un manque de logements pour les étudiants sur ce secteur, mais également pour les chercheurs, les gens qui viennent pendant 3-4 mois, ou un doctorant qui finit ses études, il vient en échange dans des grandes écoles françaises, ou il vient des États-Unis, il vient faire un semestre américain à Metz. Il a besoin de trouver un logement avec certaines qualité, mais également à proximité de tous les transports et à proximité des écoles. Et c'est pour cela qu'on a monté ce deuxième programme qui est à proximité avec la résidence logement qu'on appelle résidence co-living, si on prend un peu plus des termes belges. Mais voilà un petit peu la démarche. Pour peut-être revenir sur le volet co-living, donc c'est quand même plus de 100 chambres, si j'ai bien compris. Et donc, ce bâtiment, pouvez-vous nous dire comment il sera exploité? Donc, on voit qu'il y a déjà des accords avec un exploitant. Alors, ce bâtiment, il va être considéré comme du logement. Hein. On va y mettre toutes les formes dans sa construction pour y permettre toutes les dernières technologies. Je pense à l'interphonie. On va avoir des systèmes où vous allez pouvoir arriver au pied du bâtiment, communiquer directement sur les téléphones portables, sur les GSM de chaque personne. Bon, ça, c'est une première approche, mais on est dans quelque chose d'assez fonctionnel qui va se mettre en collaboration avec l'extérieur. Ça veut dire que l'étudiant rentrera quand il voudra. Cette gestion, elle va être assez simple, puisque derrière, c'est surtout sur la qualité de la construction. On va mettre l'accent sur les matériaux, sur tout cela. On est en système, en site propre. Vous pouvez également y venir en vélo, puisqu'on vient de construire, c'est la collectivité qui vient de construire à côté du terrain une piste cyclable qui liaisonne toute la ville. On va faire aussi de l'autopartage en termes de véhicules. Ça se développe pas mal sur Bruxelles. Ici, on a une société qui s'appelle Cities, avec laquelle on va travailler. Et ensuite, c'est le cadre de vie. En fait, sur le Technopôle, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour la vie communautaire, les parties sportives. On est à proximité, vous le verrez dans les vidéos, on est à proximité d'étangs qui ont une fonction. En fait, on a beaucoup de lacs, on a un golfe. On est dans un cadre un peu particulier qui est très dynamique, mais qui est également
très sympathique par rapport à la ville. Très bien. Vous pouvez peut-être aussi nous parler du volet environnemental et des normes qui sont respectées et mises en œuvre dans ce projet? La première des choses qu'on a mis en œuvre, avant de parler des labellisations, c'est qu'on a travaillé avec une paysagiste de Lille. Ça veut dire on a pris en compte les végétaux avec l'architecte, on a tenu compte de tout ce qui était existant et on fait un travail très important sur la partie chantier propre et toute la partie extérieure en fait, du projet, que ce soit sur la gestion des déchets, que ce soit sur les circulations. On va être sur des circulations en dehors de la partie centrale qui sera bien entendu en asphalte. On sera sur des mécanismes drainants avec des pavés et principalement de l'herbe. On a de la toiture végétalisée sur les deux bâtiments. On va récupérer les eaux pluviales qu'on va stocker, réguler avant de les remettre dans le réseau. Donc on a vraiment toutes des démarches comme celle-là, on pourrait y venir sur beaucoup de choses. Ça, c'est un travail de fond que fait Oplo depuis des années. Ça fait 5 ans qu'on fait cela pour tous nos programmes, que ce soit à Metz ou à Nancy. On a une vraie intégration de la partie environnementale dans nos programmes. Ensuite, pour la labellisation, on a 2 choses en France. On est un des premiers programmes tertiaires aujourd'hui en RE 2020. Donc c'est le nouveau dispositif assez. On est sur un level assez élevé en termes principalement d'énergie et de carbone, mais également de qualité de vie dans le bâtiment, parce que c'est ça qu'on met en avant, qu'on met en priorité, c'est la vie dans le bâtiment tant en hiver qu'en été, avec des systèmes d'isolation, des matériaux qu'on utilise qui permettent justement également sur la qualité acoustique du bâtiment, où on a fait une grosse démarche. Et enfin, on va sur la partie résidence co-living, on va travailler sur le NFHQE. Donc là, on a un labellisateur qui va intervenir. On travaille sur la luminosité des logements, sur les modes de transport pour arriver au bâtiment, son intégration dans l'environnement, l'isolation phonique, comme je le disais tout à l'heure, et tout ce qui est production d'eau chaude et production de chaleur qui vont fonctionner par des systèmes hybrides, principalement de la pompe à chaleur, et d'autres mécanismes. Vous parliez ici des logements et on retrouve aussi tout un dispositif pour les bureaux, qui seront en répondant à des normes de confort et de performance élevées. Ah oui, sur les bureaux, sur le bureau, on est passé par un système d'isolation renforcée, mais derrière, toutes les façades exposées au soleil, il y aura un système des brise-soleil intégré dans le bâtiment. Et puis ensuite, on aura une production de chaleur et de froid, puisqu'on va produire du froid pour l'été, pour que la qualité de vie soit agréable, et tout ça par pompe à chaleur, principalement, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, l'isolation, l'utilisation des toitures plantées. Dans les 2 étages supérieurs et au rez-de-chaussée, on y met des terrasses, ça permet aux gens de pouvoir sortir. On va retrouver bien entendu en bas du bâtiment toute la partie vélo, puisqu'on a mis un grand accent sur cette démarche. Les locaux vélos qui sont très très importants sur le programme. On a maintenant une vue de la qualité de ce projet, de son implantation stratégique à Metz. Donc, il nous reste à aborder 2 éléments importants pour les investisseurs. D'une part, les étapes du chantier, d'autre part, la rentabilité. Alors, est-ce qu'on peut aborder ces 2 points ensemble? Je ferai une petite parenthèse aussi sur quelque chose que je n'ai pas évoqué pour les bureaux. C'est que les bureaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la vente à la découpe. Donc ça, c'est un mécanisme qui rentre dans la rentabilité du projet, puisque je suis sur un marché spécifique sur lequel il n'y a que très peu d'acteurs à l'heure actuelle pour pouvoir vendre des plateaux modulables ou des lots modulables à partir de 130 mètres carrés. Donc ça, c'est un plus, sachant que les stationnements sont intégrés dans notre programme, avec les stationnements, bien entendu, véhicules, voitures, mais également le vélo. Toutes les places sont raccordées par fourreau pour pouvoir y mettre de l'IRVE, donc toute la partie énergie électrique, pour pouvoir raccorder les véhicules pour ceux qui le mettront. Sur la partie technique, nous avons pris un architecte qui a l'habitude de faire du bureau, avec lequel j'ai déjà fait du bureau dans d'autres régions sur des gares TGV. Derrière cela, nous avons une équipe de maîtrise d'œuvre locale avec des bureaux d'études, une équipe spécifique pour le pilotage du chantier, et on travaille avec Bureau Veritas, nous, sur tout ce qui est
contrôle technique, la gestion de chantier, la coordination chantier. On a un opérateur Prime pour nous accompagner sur cette démarche-là. Aujourd'hui, nous sommes quasiment en consultation d'entreprise. Nous avons avancé sur tous les dossiers techniques. On travaille beaucoup avec des matériaux européens. On essaye d'être sur des produits finis. Ça veut dire que ce soit en fenêtre et tout ça, on est sur du produit aluminium, on est sur des matériaux finis qui nous permettent de faire un gain de temps. On est plutôt sur du montage et de l'assemblage que de venir avec chaque fois des produits à terminer ou à peindre et ainsi de suite. On travaille fortement là-dessus. Donc il y a tout un travail avec les industriels qui s'est fait en amont sur les cahiers des charges. Et ça, on est bien appuyé. Pour les entreprises qui vont suivre le chantier, on est bien appuyé par les industriels. Donc ça, c'est un gage de sécurité dans les coûts, mais également dans l'assurance de la réalisation du programme et dans le timing qu'on va tenir derrière. Donc, il y a ce travail de conception soigneuse en amont, où vous êtes bien entouré avec, vous avez votre propre expertise et vous avez fait le choix de travailler avec des partenaires réputés et solides. Et alors, vous connaissez le marché, évidemment, et la demande. Et puis, on a le système de VEFA. Peut-être qu'on peut expliquer brièvement, puisqu'on sait que les travaux commencent en 2025, mais peut-être expliquer aux gens le système de vente VEFA. Oui. De vente en état futur d'achèvement. La vente en état futur d'achèvement, qui est un mécanisme qui est, comment dire, qui découle d'une loi en France. On a la VEFA pour les bureaux, elle est un petit peu plus libre. Alors, la VEFA, en fait, on s'engage chez notaire par une signature d'un acte où on s'engage sur le prix, mais également sur le produit que l'on fournit, ça veut dire en termes de prestations définitives, et sur un échéancier précis. Donc ça, c'est avec des engagements qui sont liés à des pénalités s'il le faut. Tout ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien. L'avantage, c'est que c'est notarié et ça donne une certaine garantie sur les paiements, puisque la personne qui achète en VEFA, elle a déjà son financement qui est accordé au départ de l'opération. En contrepartie, nous donnons des assurances, c'est le cas de la VEFA française. On donne des garanties en termes d'assurance, puisqu'on fournit 4 types d'assurances, dont une dommage ouvrage et une décennale. Sur 10 ans, on garantit les ouvrages, mais ça existe également en Belgique. Et puis, on donne une garantie financière d'achèvement. Ça veut dire qu'on garantit à l'acquéreur le fait que l'opération se réalisera. Donc ça, c'est des garanties qui sont financées par les banques en règle générale. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans notre programme, quand on travaille en VEFA, c'est que pour vous garantir en tant qu'investisseur, on a pris l'engagement, nous, de démarrer la partie bureau avec 50% de pré-commercialisation, ça veut dire d'actes de VEFA signés. À ce jour, on est bien avancé avec 2 acteurs. Il y a un acteur qui passe en comité d'engagement la semaine prochaine pour un plateau complet. Et on a des dénonces sur principalement cardiologues et experts comptables, sur également un peu plus d'un plateau. Donc aujourd'hui, cette démarche de vente à la découpe touche un public qui aujourd'hui ne trouve pas beaucoup de programmes ou de projets de ce niveau-là à l'heure actuelle, puisqu'on est en RE 2020, comme je le disais tout à l'heure. Et la deuxième démarche sur la résidence, nous engageons le programme avec la vente en bloc de la résidence, ça veut dire une VEFA à 100%, pour se sécuriser sur la sortie de l'opération. Donc, le permis est obtenu, la commercialisation a débuté, l'argent que vous levez qui va venir ici du crowdlending reviendra au fur et à mesure de vente, donc de manière à avoir un retour au fil de l'évolution du projet. Tout à fait. On a travaillé avec une banque française pour la partie foncière, sur l'achat du foncier, et on a besoin d'un accompagnement qui se fait par les investisseurs dans le cadre du crowdlending, et des obligations pour la partie accompagnement, lancement de l'opération. Merci. On est ravis d'avoir eu cette opportunité de faire plus ample connaissance avec vous et d'avoir autant de détails sur ce projet, qui est le type de projet évidemment qu'on est ravis d'accueillir, dans le sens où c'est à la fois des logements de qualité, des lieux de travail qui sont bien pensés et qui sont commercialisés et accessibles pour des PME. Et on sait l'importance des PME dans le tissu économique.
le volet environnemental, évidemment, et puis la réponse aux besoins de logement des jeunes ici via le co-living. Donc, c'est un projet qui, en ce qui me concerne, je ne parle que pour moi, me semble avoir tout pour plaire. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de le présenter aux investisseurs. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre campagne. Donc, on rappelle la campagne Technolac. Si vous avez quelques mots pour les investisseurs avant de terminer, n'hésitez pas. Alors, deux mots, je pense vous dire que Oplo, c'est un acteur local, familial, qui est présent sur un petit secteur, mais qui veut rester sur ce marché de niche avec des programmes de qualité. Tout ce qu'on a fait, on a même une signature sur tous nos logements, quand vous verrez sur Internet, on travaille avec la brique. Donc, on a toujours une signature de bâtiment brique. Et on est présent sur le haut de gamme, sur Metz et Nancy. Voilà, et on restera sur des produits de niche et de qualité pour nous démarquer. On ne veut pas faire du produit basique, on veut rester sur des programmes haut de gamme. Voilà, merci beaucoup. Merci, beaucoup de succès et à bientôt.